t'entend bien? Cécile, c'est bon? Parfait. Ok. Donc, ça y est. Donc, on va pouvoir commencer notre soirée. Désolé de vous avoir fait attendre. Donc, Cécile, tu as déjà des questions à poser ou pas? Je commence mes questions. Là, je te dis, je lève la main si j'ai une question. 11 chats ici, je les vois s'afficher, mais je ne peux pas les voir, les messages. Alors, il y a toute la question, la première, en fait, c'est quoi ce métier? C'est quoi ce métier? Très bien. Alors, c'est moi qui réponds du coup? Oui. Alors, ce métier, c'est des soins de conservation. Donc, en fait, ça vise à effacer les stigmates de la mort sur les défunts. Donc, effacer tout ce qui est lividité, tout ce qui est souffrance ou les maladies qui ont tendance à les abîmer et leur donner une image plus apaisée, plus sereine. D'accord. C'est une autre question. Alors, pourquoi a-t-elle choisi ce métier? Alors, donc voilà. Ça c'est la grande question. Alors, il y a déjà un article sur moi qui a été écrit par, je le cite, Guillaume Bailly, sur Actualité funéraire, qui m'avait demandé, enfin, c'est une interview, il m'avait demandé pourquoi Thanato, etc. Et en fait, je vais être Thanato depuis que j'ai 8 ans. Et là, j'en ai 25. Donc, ouais, ça fait 20 ans que je veux faire ça. Quasiment. Et voilà, ça a commencé depuis toute petite. En fait, tout à la base, en fait, je ramassais des animaux décédés ou pas encore morts. C'est vraiment bizarre. Hein. Mais j'essayais de les soigner et quand je n'y arrivais pas, je faisais des sutures. Enfin, je les suturais, je faisais des autopsies. Ensuite, je procédais à suture, etc. Je les restaurais et ensuite, je les rendais à la nature. Et ensuite, par la suite, en fait, tout ça s'est goupillé. J'ai découvert la thanatopraxie et voilà. Et depuis, je voulais faire que ça. Et maintenant, je suis thanato. D'accord, c'est ça. Alors, et pourquoi pas comment on appelle ça? Ceux qui font, c'est pour les animaux, là, taxidermie. Parce qu'en fait, ça n'a rien à voir. La taxidermie, c'est plus empailler des animaux. Mais c'est leur redonner une apparence de vie, disons, les embellir et les re-rendre à leur image première. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai, mais c'est que c'est plus intéressant encore plus avec les humains. Enfin. D'accord. Non, et comme tu parlais d'animaux, c'est pour ça que ça m'est venu, quoi. Oui, c'est vrai que j'ai commencé, forcément, je n'allais pas trouver des défunts humains et les restaurer toute seule à 8 ans. Ça n'a pas de sens. Donc forcément, oui, ça a commencé avec les animaux, machin, les restaurer, les rendre à la nature, etc. De fil en aiguille, ensuite, je voulais être médecin légiste, mais ça n'a rien à voir, en fait. Médecin légiste avec la thanatopraxie. Médecin légiste, il faut faire parler les corps, et thanatopraxie, c'est leur redonner une image, en fait. Donc ça n'a rien à voir, je trouve. Pour avoir travaillé à l'Institut médico-légal de Paris, ça n'a rien à voir. Alors, j'ai un témoignage là d'une maman qui nous dit qu'elle a eu la chance de faire la première et donc la dernière toilette de sa fille morte-née. Et elle dit, accordez-vous ce privilège à beaucoup de parents. Sur les enfants, en général, oui. Sur les tout petits, on ne fait pas de soins, mais oui, on les habille. Et après, je trouve que c'est vraiment une chance pour cette maman si elle a pu le faire elle-même, parce que je trouve ça très, très important de revoir les défunts, en fait. Et est-ce que ça vous arrive de laisser ce choix à des parents? Après, ça, c'est le travail des pompes funèbres, de leur laisser le choix ou pas. Moi, on me missionne pour m'occuper des défunts. Mais après, si les parents, je trouve que la démarche de la dame est vraiment très bien. Parce que si elle peut le faire elle-même, habiller son bébé elle-même, c'est fantastique. Surtout si elle a eu ce mental-là. Oui, elle a trouvé ça un très beau moment de privilège. Oui, c'est vrai. Moi, je préfère autant que ce soit les parents qui le fassent parce que c'est encore plus symbolique que si c'était moi. Parce que c'est elle qui a porté l'enfant, donc que ce soit elle qui l'habille, c'est encore plus important que si c'était moi. Alors, ensuite, j'ai une autre personne qui nous dit, à l'époque, on m'a raconté qu'on mettait des clochettes au pied du défunt avant de le mettre dans la terre. Ah, ça a coupé. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ah, c'est lui. Sa connexion, elle bug. Attends, mais moi, je peux encore voir les commentaires. Désolé. Ça a bugué T'as tout entendu ou pas? J'ai juste entendu les clochettes au pied des défunts. Oui, voilà. Est-ce que ça existe encore?
Ah non, ils n'ont pas de clochette accrochée à l'orteil. Mais ils ont juste des bracelets d'identification. Oui, parce qu'en fait, c'était une cordelette qui était accrochée au gros orteil du défunt et qui était mis à l'extérieur de la tombe et qui c'était pour s'assurer que le défunt se réveillait. Après, moi, de mon expérience, il n'y a jamais personne qui s'est réveillé. Au cas, ouais, voilà, il n'a jamais eu personne. Après, si ça m'arrive, je ne suis pas encore cardiaque, mais je pourrais le devenir. Hein. Alors, une autre question. Comment faites-vous pour embellir les personnes dont le corps est fort abîmé? Bah alors ça, comment dire, il y a beaucoup de techniques qui existent. Jusqu'où ça va? Est-ce que ça va jusqu'à recoudre ou jusqu'à... Oui. Ah oui, ça recoudre, ça fait partie d'un soin classique. Il y a forcément des sutures à faire. Après, quand c'est des accidentés très abîmés, on a recours à la cire ou à divers pratiques de restauration. Voilà, à chaque fois qu'un défunt... J'ai pas entendu la question. Non, mais continue. On t'écoute. Du coup, j'étais en train de dire que oui, après, il y a des accidentés graves, d'autant plus que je suis basée en Haute-Savoie. Du coup, il y a beaucoup d'accidentés de montagne, des alpinistes, des parapentistes, etc. Et du coup, c'est souvent que j'ai recours à des méthodes dans le but où il faut vraiment restaurer, en fait, restaurer le défunt parce qu'il est vraiment très abîmé. Et du coup, dans ces moments-là, je donne tout pour que la famille puisse le revoir. Qu'est-ce qui peut faire qu'un défunt apparaisse à la famille après avoir justement eu les soins et qu'il apparaisse dans son cercueil vert? Vert? Oui, souvent. Ouais. Alors ça, vert, après, ça dépend à quelle partie. Parce qu'après, en général, après le décès, survient la tache. Parce qu'on ne voit pas le corps du défunt quand les gens viennent faire la visite avant l'enterrement. Voir le corps dans son cercueil, on voit sous les vêtements, on ne sait pas comment il est. Mais le visage qui apparaît vert, jaunâtre, enfin, donc, le visage qui apparaît vert après une présentation, après si le corps a eu des soins de conservation, c'est pas normal qu'il apparaisse vert, sinon c'est que la diffusion était mauvaise ou alors que les bactéries dans la bouche se sont développées à vitesse grand V. Ou alors, si le corps est vert, c'est que les soins ont été faits trop tard. Des fois, il y a des corps qui sont découverts 3-4 jours après. Presque tout ça, ça dépend aussi de s'il y a du chauffage. Par exemple, un corps qui est retrouvé avec le chauffage à 30 ou en plein soleil dans son jardin. Et que les soins sont même... Enfin, ça peut aller très vite, la thanatomorphose. Mon but à moi, c'est de la freiner. C'est pas de l'enlever complètement, c'est de la freiner. Mais si le corps est impeccable... C'est quoi la thanatomorphose? Alors, la thanatomorphose, c'est la décomposition naturelle des corps après le décès. Alors, ensuite, il y a une personne qui admire le métier et qui demande si vous avez fait vos études dans une école publique telle Lyon, par exemple, ou dans le privé ou auprès d'un professionnel. Alors, pour tout ce qui est formation de thanatopraxie, déjà, moi, j'étais issue d'une école infirmière parce que ça me paraissait logique d'apprendre à soigner les vivants avant de soigner les défunts pour comprendre les pathologies, etc. Donc, j'ai fait cette école-là. Et ensuite, j'ai fait une école privée. Souvent, les écoles de thanato, elles sont privées. Sinon, les écoles publiques, c'est des facs, en fait. C'est des facultés. Et du coup, moi, j'ai fait mon école à l'EFA, l'école de formation funéraire des Alicants à Paris. Après, il y a un concours à passer avec un numerus clausus élevé à 65 personnes. Donc, on a à peu près 400 à se présenter. Ils en prennent 65. Et après, il y a un stage pratique à passer avec un thanatopracteur diplômé à laquelle, ensuite, à la fin, il nous donne en gros une attestation comme quoi on a fait les 100 soins. Ensuite, il y a un jury qui vient nous observer sur un soin et ensuite, c'est là qu'il délibère s'il nous diplôme ou pas. Donc, ça prend à peu près 2 ans, ça. Oui, voilà. Alors, il y avait quelqu'un en dessous qui disait, oui, Lyon, c'est public et Paris, c'est privé. Oui, voilà. Il y a beaucoup d'écoles privées. L'école à Lille.
Après ça, j'en sais rien. Je crois qu'il y a 2 facultés, Angers et Lyon, qui proposent les facultés en public. Mais après, le reste, c'est beaucoup des écoles privées. D'accord. Alors là, j'ai une autre question. Avez-vous vécu des moments loufoques? Loufoques, c'est-à-dire des moments loufoques. Après, il y a des fois où... En fait, les moments les plus loufoques, parce qu'en fait, il faut savoir que... du coup, j'ai fait mon école de Thanato et en attendant d'être diplômée, j'ai travaillé au Don des Corps à Paris. Et ensuite, j'ai travaillé à l'Institut médico-légal. Et ensuite, j'ai fait la deuxième partie de mon stage avant d'être diplômée. Et en fait, les moments les plus loufoques ou les plus bizarres que j'ai vécu, c'était à l'Institut médico-légal de Paris. Non, on attend la suite. Quoi? Vous attendez la suite? Non, c'était que vraiment, c'était... Voilà, vous vous doutez bien qu'à l'Institut médico-légal, c'est des morts pas très joyeuses. Enfin, il n'y a aucune mort qui est joyeuse, mais je ne sais pas comment dire ça. Voilà, où il y avait des gens qui avaient mon âge, qui s'étaient suicidés, où j'étais en colère. Enfin, c'était vraiment spécial, en fait, comme ambiance. Voilà, ou des tout petits bébés, vraiment, qui avaient peut-être 2 jours. Des petits bébés qui avaient été secoués par leur maman. Et voilà, et moi, je me retrouvais avec eux. Il fallait faire les sutures, etc. Alors, je pense que dans le côté, ce que disait la personne loufoque, c'était plutôt bizarre, mais drôle en même temps. Qui pourrait prêter, malgré le côté tragique de la chose, prêter à sourire ou à rire en premier lieu, quoi. Après, ce qu'il y a de loufoque, après, c'est tous les jours. Hein, c'est mes collègues, en fait, qui sont loufoques. Hein, quand je vois les porteurs ou qui me font des blagues sur tout et rien. Enfin, en fait, c'est un monde où on rigole quand même bien. Enfin, on rigole, on dédramatise bien les situations. D'accord. Alors, est-ce que vous avez déjà vu des choses qu'on peut appeler surnaturelles? Surnaturel, non, il n'y a jamais eu de corps qui s'est réveillé en me parlant ou en faisant des choses comme ça, ou des lumières dans les fumées, ou non, j'ai jamais eu tout ça, mais j'ai déjà ressenti, des fois quand je fais des soins, je ressens, je sais pas comment expliquer, une ambiance, ou des fois, en fait, c'est des sentiments qui ne m'appartiennent pas à moi, des fois, je suis en colère, des fois, je suis triste, des fois, et je sais que ça m'appartient pas à moi, donc je pense que c'est eux. C'était la question suivante qui disait, ressentez-vous un lien avec les défunts que vous restaurez? Oui, il y en a avec qui il y a des liens dans le sens où je ressens leurs émotions, mais je sais qu'elles ne sont pas à moi, ces émotions-là. Et c'est ça, en fait, qui est un peu compliqué, et c'est ce qui m'avait amené à écrire justement sur votre groupe, en disant je ressens des choses qui ne m'appartiennent pas, et des fois, elles me suivent jusqu'à chez moi, et je demandais si des défunts pouvaient s'accrocher à moi, etc. Oui, ça dépend après du temps. Combien de temps après leur décès ils vous sont amenés en général? Ça dépend. Des fois, ils sont décédés le matin ou dans la nuit et je les ai dans la journée, ou des fois, je les ai que 2-3 jours après. Même plus. Ouais, même plus. Quand il y a des obstacles médico-légaux, des fois, je les ai une semaine après. Quand tu les retrouves au milieu de la montagne. D'accord, oui, donc ça doit être ça la différence en fait. Alors j'ai une question là, pratico-pratique. Il y a une personne qui nous demande combien coûte ce genre d'école. Oh là là. Alors l'école, la formation à Paris, elle m'avait coûté, si je ne dis pas de bêtises, environ 7 800 €. Après, plus les loyers, etc., parce qu'il fallait me loger sur Paris, vu que c'était en présentiel. Oui, au total, ça a dû me coûter entre 10 et 12 000 €. D'accord. Alors là, j'ai une autre question sur un tout autre. Une personne qui dit, est-ce normal que le visage ne ressemble plus du tout à l'origine, car je n'ai pas reconnu mon père, pourtant un thanatopracteur était intervenu. Alors ça c'est souvent, même moi, il y a des familles qui demandent à me rencontrer et qui me disent, mais madame, je ne le reconnais pas. Et en fait, il faut savoir que quand on meurt, en fait, les muscles, ils sont moins toniques, même au niveau. Vous voyez bien, moi, j'ai des petites pommettes.
Et quand je serai morte, en fait, on verra même plus que j'avais des pommettes parce que les muscles, ils s'affaissent, en fait. Quand on meurt, ils perdent leur tonicité. Et du coup, tout de suite, les traits, ils tombent. Du coup, je vous dis, même moi, quand je serai partie de ce monde, j'aurais plus ces pommettes. D'accord. Alors, il y a quelqu'un qui dit que vous êtes formidable. Bah, merci. Alors, vous arrive-t-il de faire des cauchemars en rapport avec votre boulot, bien sûr? Bah, c'est très, très rare. C'est rare. C'est rare que je fasse des cauchemars en rapport avec le travail. Mais après, ça m'arrive des fois dans des cas qui me perturbent un petit peu. Donc, notamment, il n'y a pas... C'était quand? Il y a 3-4 mois. J'ai une jeune fille, j'ai dû faire une restauration sur son corps. Elle a chuté en randonnée. Et elle était très, très abîmée. Elle était très, très jeune, 18 ans. Et ça m'avait assez perturbée. Et du coup, j'avais fait des cauchemars d'elle. Mais après, ben, c'est passé. D'accord. Et alors, il y en a une autre qui dit, c'est un peu dans le même... du point de vue des bébés, c'est assez spécial. Comment vous sentez-vous moralement? Il faut vraiment avoir un très bon moral, enfin, un très fort moral, je dirais, mental. Après, par rapport au bébé, faut savoir que ma mère, elle est sage-femme. Donc, bon, bah, tout l'opposé de moi. On se demande comment une sage-femme a pu faire un bébé thanato. Ouais. Mais en fait, du coup, elle m'avait enfin, j'ai une cousine qui a perdu un enfant mort-né, etc. Donc, elle m'avait déjà montré, elle m'avait déjà confrontée à tout ça. Et après, les bébés, quand c'est moi qui dois m'en occuper, je les habille, enfin, je leur parle, enfin, comme à tous les défunts, en fait, je leur parle, voilà. Après, ce qui est spécial avec les bébés, c'est que quand on les voit, on s'attend tellement à voir la vie et en fait, on voit un petit corps inerte, donc forcément, c'est douloureux et on empathie fort, fort, fort avec la mère. Mais voilà, Là, c'est il y assez a compliqué. une personne qui dit qu'il est aussi dans le milieu funéraire. Je suis du milieu funéraire aussi, pas en ce moment, sinon il a 3 ans d'expérience en milieu funéraire. Avez-vous plus de mal à préparer certains défunts? Non. Non, après, ça dépend des corps, parce qu'en fait, tous les corps sont différents. Et donc, en fait, c'est pas, j'arrive voir quelqu'un, un défunt, et je fais un soin lambda. C'est que je dois m'accorder à chaque défunt. C'est le défunt qui dirige le soin. C'est un peu compliqué pour s'entendre. Après, oui, il y a des défunts qui sont plus compliqués. Justement, quand il y a des restaurations, ou quand ils ont été autopsiés, ou quand ils donnent leurs organes, il y a plus de travail. Mais après, c'est chaque défunt dirige son soin. D'accord. Ok. Je vais poser une question. En moyenne, combien tu fais de corps? Alors, par exemple, ce mois-ci, j'en suis à 48 soins. Ce mois-ci. Après, il y a des mois où j'en fais 60, des mois. En fait, ça dépend. Ça dépend des mois, ça dépend des jours. En général, oui, c'est à peu près 3-4 par jour. D'accord. 3 par jour. Alors, j'ai justement Victorien là, qui avait son expérience dans le funéraire qui demande, il dit qu'il peut témoigner si ça intéresse. Alors, je vais remettre le lien. Alors, Victorien, donc vous avez un lien qui va s'afficher. Et si vous voulez venir parler, vous pouvez cliquer sur ce lien pour rejoindre le salon de discussion. Ouais, je vais le mettre. Voilà, donc Alexandre va le remettre là. Cool. Pardon. Pendant ce temps, vous pouvez continuer les questions. Voilà. Ouais. Alors, quelle est la pire préparation de corps que vous ayez eu à faire? Ouais, ça, je l'avais eu comme question. Alors, la pire que j'ai eu à faire, mentalement, en fait, c'était un accident. C'était un alpiniste. En fait, c'était un gendarme de haute montagne qui a eu un accident d'alpinisme. Et en fait, il y a le lieutenant-colonel qui est venu me voir. Donc là où je faisais les soins. Et il m'a dit, c'est moi qui déciderai si sa femme peut le voir ou pas. Et sauf que ce monsieur, il était très, très, très abîmé. Et donc, tout le long du soin, en fait, je pensais qu'à sa femme. Et tout ce que je voulais, c'était qu'elle puisse le revoir. Et c'est le soin qui m'a mis le plus la pression de tous les soins que j'ai fait, je pense. Et au final, voilà, pour vous dire la fin, ça s'est bien passé. J'ai mission accomplie. Enfin, j'ai réussi
à le remodeler comme il fallait. Et sa femme est venue le voir. Est-ce qu'il dit le commandant, mission accomplie? Oui, oui, oui. Il m'a pas dit ça comme ça. Il m'a dit ça plus poliment avec des mots. Enfin, moi, j'étais toute impressionnée. Et voilà, donc le lieutenant-colonel, après, est venu me remercier. Il m'a dit que sa femme viendrait le voir. Et ils m'ont invité à la cérémonie. Et voilà. D'accord. Et alors, la meilleure, si on peut appeler ça comme ça, mais la meilleure, peut-être, je sais pas, le plus beau. Le meilleur soin que je fais, c'est quand les familles donnent des retours et qui disent, même vous, enfin tous les gens qui sont là et qui écoutaient ça, parce qu'il n'y en a pas beaucoup en fait qui savent qu'il y a des thanatos qui travaillent dans l'ombre. Et quand vous perdez un défunt et que vous dites aux pompes funèbres merci beaucoup à la personne qui s'est occupée du corps, bah, c'est rien que ça en fait. Pour moi, tout ça, c'est les meilleurs soins. C'est quand on me remercie pour ce que j'ai fait, pour... Voilà, en fait, c'est de savoir que vous êtes bien, d'avoir pu le revoir comme vous vouliez voir le défunt. Et en fait, ça suffit à me faire plaisir. Est-ce qu'il y a une nuance ou quelle est la nuance entre le soin, comme vous dites, la préparation et un embaumement? En fait, un soin de conservation en soi, c'est un embaumement. D'accord, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Faire un soin de conservation sur un défunt, c'est embaumer le défunt, c'est pareil. Bonsoir. Non, mais je ne savais pas. Je ne savais pas parce que j'ai dû faire un embaumement de mon papa quand il est décédé parce que ma mère était à l'hôpital. Et pour qu'elle puisse assister à l'enterrement, il fallait attendre encore 15 jours pour qu'elle puisse sortir. Il a été embaumé et je ne savais pas, mais effectivement, il était très serein, il était très bien. Et j'ai jamais eu l'occasion de le dire parce que je ne savais pas trop ce que c'était. Et franchement, j'ai pensé à ce que vous venez de dire. Et j'aurais peut-être dû dire, je trouve très bien ce que vous avez, le travail que vous avez fait, quoi. Okay. Mais à l'époque, j'ai pas pensé. Oh bah en fait, il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent ça, la thanatopraxie. Donc, souvent, les gens, quand on dit on est thanato, ils pensent qu'on habille et qu'on maquille. C'est plus que ça. Un maquillage, en fait. C'est ça. On pense que c'est un maquillage, une préparation, pas un embaumement. C'est ça. Souvent, quand je dis je suis thanatopractrice, ils me disent oh, mais tu les maquilles. Mais il n'y a pas que ça, il y a toute la conservation derrière. C'est pas que maquiller et habiller les corps, c'est conserver le corps, c'est le diffuser avec du produit. Je sais pas si vous m'entendez, je sais pas. C'est le fameux... c'est Vincent? C'était pas Victorien? Ah si, c'est ça. Vincent ou Victorien? Non, du coup Victorien. Victorien. Bonsoir à vous. Victorien. Ça va? Bonsoir à toi. Impeccable. Ça va et toi? Ouais, bah oui, de toute façon, nous, on doit déjà peut-être se connaître. J'ai ma page aussi de paranormal, VIP paranormal. Bon, moi, je suis un novice du Nord. Voilà. Quelle est son expérience? Est-ce que tu peux nous raconter l'expérience dont tu voulais parler? L'expérience funéraire, s'il te plaît. Ouais, c'est ça que j'allais en venir. Donc, en fait, moi, j'ai eu déjà mes premières expériences. Déjà totalement différent parce que j'ai eu deux patrons totalement différents. Mais ma première expérience, je peux vous dire que j'ai été vraiment très choqué. Vous savez qu'une cirrhose, par exemple, on dit oui, ben voilà. Ben, vous savez que après, automatiquement, le corps il change. Moi, j'ai vu le corps, j'ai vu la personne vivante avant parce qu'elle était venue faire déjà son contrat d'obsèques chez nous. Et comme par hasard, un bon mois après, elle est partie. Je suis resté, mais vraiment étonné, parce que la maladie progresse et surtout les médicaments. Donc, dès qu'il n'y a plus de vie, les traitements, les médicaments, tout ce que vous avez suivi. Et ils ravagent les corps. Voilà, c'est ça. Il n'y a rien de tel pour dégrader le corps en l'espace de une nuit. Donc, ou même les cancers qui amaigrissent énormément les gens. Exactement. Que ça soit visuel, les odeurs, enfin bref, voilà, j'ai pas envie de. Voilà quoi. Et personne ne peut s'en rendre compte qu'en fait, on se dit oui, mais bon, j'ai un traitement pour vivre parce que j'ai une maladie, etc. C'est bien. Mais à mon avis, c'est un truc que je me suis toujours dit, les médicaments, ça ne doit pas être vraiment très, très, très bon pour la santé parce que c'est quand même bizarre que dès qu'il n'y a plus de vie, qu'il n'y a plus de corps, qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus.
voilà, quoi, tout relâche et que les médicaments, ils arrivent à agir sur le corps et le dégrader en l'espace d'une minute. Après, je me permets de rebondir là-dessus dans le sens où on n'est pas médecin, donc on ne va pas se permettre de juger la médecine. Parce que je pense que les traitements, voilà, les médecins font ce qu'ils peuvent pour les adapter à chaque pathologie. Et après, quand les gens finissent par céder, par partir, forcément, les corps, ils ont justement toutes les stigmates de la maladie et de la mort en plus. Et donc voilà, c'est pas forcément les traitements qui les rendent comme ça, c'est aussi les maladies. De toute façon, dès qu'il y a une petite, même une petite veine, que voilà, quoi, que même comme la personne elle était vivante, que elle a jamais, entre guillemets, dire que ça n'a jamais saigné ou quoi que ce soit, dès qu'une personne a déjà quelques petites, je sais pas comment on appelle ça, des stigmates ou je sais pas, à chaque fois il fallait qu'on mette tout ce qu'il fallait dessus pour éviter que ça, voilà, quoi, que ça suppure, parce que tout relâche en fait. C'est pour ça que comme on après dit, tout dépend. Par exemple, les gens qui ont des œdèmes, oui, forcément, il faut faire quelque chose pour éviter que ça suppure. Bah, comme tu dis, il y a peut-être d'autres termes un peu plus glamour pour parler de ça comme ça. Oui, c'est ça. Mais après, tout dépend des corps en fait. Tout ça, c'est ce qu'on appelle, c'est quand moi, quand je reçois un corps, je fais déjà, ça s'appelle une lecture de corps. Donc là, à partir de là, je vais observer le corps dans son intégralité et c'est à partir de là que je vais mettre en place mon protocole. Bien, bah, merci Victoria. Voilà. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir. Alors, j'ai une autre question pour Bertille. Donc, comment ne vous laissez-vous pas atteindre par votre profession dans votre vie privée? Comment je fais pour ne pas me faire atteindre? Bah, c'est que j'en parle en fait. J'ai des amis et puis notamment mon amoureux qui est aussi dans les pompes funèbres. Et donc après j'en parle facilement. Quand il y a quelque chose par exemple qui m'a choquée, j'en parle. Et sinon je sais pas en fait, ça se fait tout seul. Je sais pas. Pour moi tout est normal. Je sais pas trop comment l'expliquer. Je suis habituée. D'accord. Alors, une personne qui dit qu'elle est très admirative de votre métier, et car en vous écoutant, les défunts vivent. Oui, c'est vrai. En fait, moi, quand je suis avec eux, ouais, c'est bizarre. Hein. Bah, ça se trouve, vous allez tous me trouver complètement folle. Je sais pas s'il y a des médecins psychiatriques ici, mais je leur parle, je leur parle, je leur dis tiens, je vais faire ça, ou alors je leur dis allez, il va falloir m'aider pour faire ça. Votre femme, elle va venir vous voir, il va falloir se faire beau gosse. Enfin, voilà, je leur parle. Ouais, je fais comme s'ils étaient encore là. Parce que ça reste quand même une enveloppe. Attends, je finis parce que là, je vais passer à une autre comme ça. Tout à l'heure, on a dit que vous avez été 48 corps dans le mois. Donc, parce qu'il y a une personne qui disait combien de temps vous prend la restauration d'un corps. Donc, ça fait un peu moins d'une journée, ça doit faire 4-5 heures par corps à peu près. Alors, un soin normal qui se passe bien sur un corps qui n'est pas abîmé du tout, je peux mettre entre 45 minutes et 1h30. Et un corps accidenté, suivant ce qu'il y a à refaire, je peux mettre oui, des fois je peux mettre 2, 3, 4 heures. Ouais, 4 heures. Enfin, je mets le temps qu'il faut en fait. Je ne mets pas de délai justement. J'ai vraiment la chance d'avoir un patron qui me laisse faire les choses comme moi je le sens et il me laisse le temps de faire ce que j'ai envie de faire, de bien faire en fait mon travail. Oui, d'accord. C'est bon. Vas-y, oui. Ok. Moi j'avais une autre question aussi à te poser. C'est quel conseil tu pourrais donner à ceux et celles qui souhaitent être comme toi? Alors, les gens qui voudraient être thanatos, alors déjà, je leur conseille de vraiment pas abandonner, ne jamais, jamais baisser les bras. Le concours, c'est vrai qu'il est super dur, mais en fait, moi, j'avais tellement peur de ne pas l'avoir. Mais en fait, quand on est passionné, quand c'est ça qui vous prend au trip depuis toujours, si c'est écrit, en fait, ça va. Il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Vous allez tout réussir du premier coup. Après, c'est un monde de requins, il faut le savoir. Moi, je l'ai appris il n'y a pas longtemps parce qu'après, je suis hyper sensible et très fleur bleue. Et pour moi, tout le monde est gentil, tout le monde est voilà. Mais c'est un monde assez de requins. Il faut se protéger pas mal et faire confiance aux bonnes personnes. Mais sinon, il faut rien lâcher. Et si c'est vraiment ce que vous voulez, il faut y aller.
Oui, parce que les requins, je pense qu'il y en a dans tous les métiers. Hein. Il y en a pas mal. Oui, il y en a partout dans tous les métiers, mais c'est que c'est un secteur assez fermé. Voilà, il faut faire attention. Les réputations, Là, ça va tellement vite. Donc, c'est la rareté qui fait la concentration. Alors là, j'ai une question. Donc, comment expliquez-vous le fait que certains défunts ont des larmes qui coulent et les yeux sont collés? Il me semble ou je me trompe. Voilà. alors, des défunts qui ont les larmes qui coulent, c'est rare, à moins qu'ils aient, par exemple, des fois, ils ont des petites plaies dans les yeux. Du coup, en général, c'est quand j'injecte, là, c'est des larmes de formol. Après, des fois, ils ont les yeux collés parce que ils avaient des petites conjonctivites ou des trucs comme ça. Mais après, enfin, tout ça, en fait, dans tous les cas, tout est désinfecté. Donc moi, j'ouvre les yeux, je désinfecte, je les referme. D'accord. Voilà. Alors, il y en a encore une qui dit « Je reste admirative devant vous. Franchement, bravo. Grâce à votre métier, nous pouvons garder une belle image de nos défunts. Salut Fred. De nos défunts, qu'ils soient petits ou âgés, accidentés, etc. Mille merci. » Ah bah, c'est gentil. Ça fait plaisir. Alors, les commentaires comme ça. C'est hallucinant ce mental. C'est vrai que c'est bien que tu en parles, Cécile, que vous en parlez ce soir. La force, c'est quoi exactement ta force qui te permet de tenir en fait? Parce que c'est quand même un métier assez. Ben là, c'est une vocation, donc. Mais justement. Ouais, c'est ça, c'est une vocation. C'est pour moi, je sais pas, ça me prend dans les tripes. Et en fait, le truc, c'est que je suis un peu hypersensible ou même hyper active à penser à tout le temps à plein de choses. Et en fait, le seul moment où je pense à rien, c'est quand je fais un soin. Je pense que au corps et à rien d'autre. D'accord. Et voilà, et ça, j'adore ça. Je pense que au défunt et à faire ce qu'il faut pour que sa famille puisse le revoir et à rien. C'est ça, je pense, ma force. D'accord. Alors là, vous est-il déjà arrivé qu'un membre de la famille du défunt vous demande pour assister à une réparation? Ça m'est jamais arrivé. Et s'il demande à assister, je pense que je serais plutôt réticente déjà parce que moi, je serais stressée. Je ne ferais pas les mêmes gestes que d'habitude. Parce qu'il faut savoir que c'est assez, je ne sais pas comment vous dire, parce qu'ici, il y a plein de gens qui n'ont jamais vu de soins. C'est assez, voilà, c'est des gestes qui peuvent un peu choquer. Ouais, c'est assez technique et assez, enfin voilà, je pense que la plupart des gens ne savent pas exactement comment se déroule un soin. Et donc, si une famille me demandait d'avoir un soin, je pense que je refuserais. Je les accepterais juste, enfin, qu'ils viennent à la fin, en fait, du soin, ou au pire pour habiller le défunt et le maquiller, mais pas pour le reste. Oui, parce qu'avant, l'habillage du défunt se faisait à la maison. Le nettoyage, là, c'était vraiment une toilette et un habillage, et ça se faisait chez le défunt. Après, oui, les toilettes, il n'y a pas de problème. Si une famille me demande d'assister à une toilette, j'autoriserai. Bon, sauf peut-être, voilà, quelques petits gestes techniques que j'autoriserai pas à avoir. Mais après, pour tout ce qui est toilette, habillage, là, j'autoriserai. Mais après, un soin, c'est différent d'une toilette. C'est beaucoup plus technique. Est-ce qu'il y a encore des familles qui demandent à faire ça chez eux? Alors, il y a quelques familles qui demandent à faire les soins à domicile. Donc maintenant, c'est régi par la loi, donc c'est un peu plus compliqué. Donc en général, maintenant, on fait venir les corps au funérarium et ensuite on les fait repartir au domicile. Comme ça, c'est plus simple. Pour tout ce qui est normes au niveau de la ventilation, de l'espace, du lit médicalisé pour lever et baisser le corps, enfin voilà, pour des questions d'ergonomie. Mais après, ça m'est déjà arrivé de faire un soin à domicile et c'est assez compliqué. Je trouve ça plus facile en funérarium parce qu'à domicile, c'était avec ma maître de stage. On en avait fait un. Et en fait, j'entendais la famille qui pleurait dans la pièce à côté. Et moi, je faisais le soin. D'autant plus qu'il faut se déplacer dans la maison pour aller chercher de l'eau, etc. C'est assez... C'est plus dur, en fait, parce qu'il faut affronter de plein fouet les émotions de la famille. Alors, un autre commentaire qui s'adresse directement à vous. J'admire son humilité, avertie. C'est vraiment une belle personne. Bah, merci. Ça fait combien d'années que vous exercez? Ça fait alors, j'ai été diplômée en avril
En avril, putain, je sais plus l'année. L'année dernière? Non, j'exerçais déjà. Pas avril là, avril d'avant. Et j'ai commencé en juillet 2020, mon poste, ici. D'accord. Et sinon, la formation, ça avait duré combien de temps? Ça m'a duré 2 ans. Oui, ça a duré 2 ans, la formation. D'accord. Moi, j'ai une question, Cécile. Oui, vas-y, après j'en aurai une autre. Bon, je suis. Alors, est-ce que ce travail, est-ce que ça a eu un impact sur ton quotidien? Mon travail, s'il a eu un impact sur mon quotidien? Au niveau... C'est-à-dire au niveau des horaires, au niveau de quoi? Au niveau de ma vie de tous les jours? Par rapport à une journée normale, quoi. Non, c'est-à-dire qu'avant, tu étais infirmière, c'est ça? Ce qui est bien dans la thanatopraxie... en fait, ce qui est bien dans la thanatopraxie, enfin moi, ce que j'aime bien, c'est que le matin, quand je me lève, je ne sais pas ce qui va m'arriver dans la journée. Et en fait, mon patron, donc, il m'envoie en fait les missions que j'ai, donc les corps que je dois aller voir et m'occuper. Et je ne sais jamais où est-ce que ça va être dans telle ou telle fumée sur mon secteur. Donc, en fait, les journées, ça change tout le temps. Où il y a des jours où j'ai pas de soins, où il y a des jours où j'en ai que 2, des jours où j'en ai 6. En fait, il n'y a aucune journée qui se ressemble. Et c'est ça qui est génial. C'est que je sais pas, le matin, quand je me lève, je ne sais pas vraiment ce que je vais faire. J'ai pas d'horaire précis. Pour le moment, ça t'a jamais arrivé de faire un corps et de dire mince, je le connaissais celui-là? Si, ça m'est arrivé. Ouais. Donc, je sais pas s'il y a Nadège elle est dans votre groupe et je sais pas, tu avais vu des commentaires, une femme qui s'appelle Nadège qui avait commenté, qui me connaissait. Oui. Et en fait, elle travaillait pour une boîte, c'était aussi la boîte de mon ancienne maître de stage, donc la première femme qui m'a formée à la thanatopraxie, la deuxième, pardon, parce qu'avant j'ai eu un autre maître de stage, bref. Et en fait, je me suis occupée du patron de cette boîte-là. Et c'était par loyauté, en fait. Parce que ma maître de stage, sinon, c'est elle qui devait faire le soin. Et elle le connaissait trop. Moi, je l'avais vu quelques fois et ça me touchait tout autant. Mais enfin, c'était important pour moi, par loyauté, de faire son soin. Donc, je suis allée faire le soin de cet homme-là, que je respecte beaucoup. Est-ce que tu te sentirais de faire quelqu'un de ta famille? Ça, j'y ai déjà pensé. Dans le sens où, en fait, je me pose des fois la question... Parce qu'en fait, ma pire hantise, c'est que ma mère, elle quitte ce monde. Mais bon, ça arrivera forcément. Mais je vous le dis, c'est ma plus grosse frayeur. Même si je suis thanato, on pourrait croire que j'ai pas peur de la mort. Mais si la mort de ma mère, elle m'effraie plus que tout au monde. Et ce qui me ferait vraiment peur, en fait, je sais pas. Des fois, je me demande, je me dis, est-ce que je laisserais quelqu'un d'autre faire le soin au risque d'être déçue? Parce qu'en fait, il n'y a aucun thanato qui travaille de la même manière. Mais vu que j'ai l'œil professionnel justement du thanato, je verrai tous les détails, tout ce qui ne va pas, voilà. Ou si c'est moi qui le fais, ça sera fait justement à mon image et mon image, après, c'est elle qui reflète aussi mon image à moi. Enfin, je ne sais pas si vous voyez. Et peut-être aussi plus avec tout ce qu'il y a comme souvenir du visage de la personne. Il y a peut-être moins de risques. Oui, aussi, voilà, c'est ça. Ces traits, je les connais par cœur. Je saurais exactement comment les placer, la faire sourire. Je saurais exactement. Mais après... voilà, comme je vous dis, il n'y a pas tout le monde ici qui a vu des soins de conservation. Et il y a des gestes qui seraient durs à faire, sachant que ça serait quelqu'un de ma famille, quoi. C'est ça qui est compliqué. Alors, quelle est la différence entre un thanato et un agent de chambre mortuaire? Alors, le thanatopracteur, il fait des soins de conservation. Donc, tout ça, c'est des actes un peu techniques, on peut dire un peu médical, dans le sens où... Après, je ne sais pas s'il va y avoir la question comment ça se passe un soin de conservation, où là, dans ce cas-là, je peux vous expliquer ce qui se passe, sachant que ça peut être choquant. Mais après, un agent funéraire, lui, il va plus se charger d'accueillir les corps, de les ranger en cellules, de les répertorier, Voilà, ce n'est pas les mêmes fonctions. Thanatopracteur, c'est à part. D'accueillir la famille et tout. Oui, alors, voilà, c'est ça. Oui, quels sont alors, attends. Quels sont les actes techniques les plus importants? Les actes techniques les plus importants. En fait, je ne sais pas. Depuis tout à l'heure, je ne sais pas si je devrais oser rentrer dans le sujet, vous expliquer bien comment ça se passe. Mais vraiment, les personnes qui sont sensibles, bouchez-vous les oreilles. Je verrai sur les réactions. Je vais mettre une icône, attends.
Mais comme ça, moi, je vous explique et vous savez comment ça se passe. Ah, il y a des personnes qui sont parties. Ah. Bon, bah, désolée, je ne veux pas faire fuir tout le monde non plus. Mais en fait, le but, donc pour faire un soin de conservation, ce que je fais moi en premier, donc je vous dis tout là, c'est que alors je vais aller chercher l'artère de mon choix. En général, moi je prends la carotide primitive droite, donc je sors une artère. Ensuite, je vais introduire une canule dedans pour injecter ensuite un fluide de conservation. Quand le corps est sous pression, là je pique avec un trocar dans le cœur droit, je récupère le sang. Et en fait, ça va me permettre de drainer le corps et de chasser toutes les lividités. Donc, le corps, je le masse pour vraiment dégorger tous les capillaires, toutes les veines, tous les vaisseaux. Et c'est comme ça, en fait, que le corps, il peut blanchir et retrouver un aspect vraiment couleur blanche, magnifique. Et voilà, en fait, c'est comme ça que ça se passe la conservation. Après, je répands un fluide au niveau des cavités pour conserver tous les organes, pour pas qu'ils bougent. Ensuite, voilà. Ensuite, je suture et c'est là après que je passe à la toilette mortuaire où j'habille, je maquille, etc. Mais voilà, du coup, les aspects, dans les grandes lignes, les aspects techniques du soin. D'accord. Alors, j'ai une autre personne, un témoignage personnel. Alors, maman était en position fétale les jours précédant son décès. Quelles sont les alternatives pour présenter le corps aux familles et pour la mise en bière? Alors, est-ce qu'il est déplié, le corps? Est-ce que... Enfin, voilà, comment ça se passe? Alors, quand il y a des corps on appelle ça, nous, des positions vicieuses. Donc, c'est les corps, oui, qui sont en position fétale, ou les jambes repliées, ou des fois les bras tout flétris comme ça. Alors, moi, ce que je fais, c'est que... Alors déjà, il y a un gros mythe. Hein. Tout le monde pense qu'on casse les os, mais ça, jamais de la vie. Moi, jamais je casse les os de quelqu'un. En fait, on appelle ça rompre la rigidité. Donc, quand on rompt la rigidité, c'est juste qu'on rassouplit tout ce qui est articulation. Donc, il n'y a pas de question de casse. Jamais on casse les os de quelqu'un. On rompt la rigidité cadavérique. Et ensuite, après, on peut positionner le corps un peu comme on le souhaite. Après, il y a des gens, quand ils ont des positions vicieuses et que certains os sont calcifiés entre eux, etc., là, c'est un peu plus compliqué. Du coup, dans ce cas-là, moi, je mets des draps sous la personne pour les redresser, pour les remettre dans des positions voilà, plus, pas présentables, mais plus normales. D'accord. C'est avec les liquides que vous injectez que vous rendez la souplesse? Non, c'est moi qui romps la rigidité avant les soins, avant de commencer les soins en fait. Je fais une lecture de corps, donc c'est là que je détermine s'il y a des œdèmes là, s'il y a des plaies que je vais devoir traiter, des escarres, des quoi que ce soit, ou comment en fait je vais devoir adapter mon protocole. Je romps ensuite la rigidité, je déshabille le corps. Ensuite, j'injecte. Voilà, je fais le massage, l'injection, je m'assure que le corps est bien diffusé en formol, que toutes les lividités sont bien revenues, donc en fait que j'ai bien chassé toutes les stigmates de la mort. Après, je m'occupe du visage, je ferme les yeux, je ferme la bouche, et ensuite j'habille le corps et je le maquille. D'accord. Et alors, rompre, c'est... on n'a toujours pas compris, rompre. Vous rompez la... Donc rompre. Alors, si vous voulez, je vous montre sur moi. Par exemple, quelqu'un qui est mort dans cette position-là, en fait, j'ai juste à prendre l'articulation et en fait, je pousse comme ça. Et après, ça redevient flexible. Je ne sais pas comment vous expliquer. Oui, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. C'est les articulations, elles se crispent. Et j'ai juste, en fait, à les manipuler, à les masser et ça redevient souple. D'accord. Et après, si je peux vous expliquer en scientifique, tout ça, c'est la myosine, etc. Enfin, c'est des protéines qui font que le corps devient raide. Mais ça se rompt. Enfin, je veux vous dire, en fait, le mythe de casser les os, ça n'existe pas. On ne casse pas les os d'un défunt. Alors, il y a une dame qui raconte un peu l'histoire du décès de sa mère et qu'elle dit que la personne qui a fait la toilette et tout et la préparation est allée jusqu'à chercher le gel douche de sa maman qui était au caramel et que du coup, ça a associé le corps avec le parfum qui était un souvenir de sa maman, quoi. Ben ça, je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Moi, des fois, quand je leur lave les cheveux, enfin, après, ça m'est jamais arrivé qu'on me donne un gel douche approprié, mais moi, je leur lave les cheveux avec un shampoing à la cerise.
parce que j'aime bien l'odeur. Mais bon, après, si, quand les familles, ou alors des fois, il y a même des familles qui me donnent le maquillage du défunt, et comme ça, c'est leur maquillage à eux. Ouais, voilà, ou même les coiffures, ou des photos, ou même leur parfum. Des fois, on me donne le parfum d'une dame ou d'un monsieur en question, et je les parfume, voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui associent les odeurs à des personnes. Ouais. Alors ensuite, une autre question. Vous arrive-t-il encore de ressentir des émotions pour les défunts ou avec l'habitude, vous vous êtes fait une carapace? Bah non, justement, c'est pour ça que j'avais rejoint votre groupe en vous disant c'est dingue parce que en fait, je savais pas si c'est moi qui étais folle ou si c'était bien ça, mais je ressens les émotions des défunts. Ça m'arrive. Des fois, je ressens rien et des fois, je les ressens vraiment fort. Est-ce que vous avez fait Est-ce que vous avez fait la nuance si là où vous ressentiez le plus, c'était des défunts récents? Ah non, je crois que ça change rien. Depuis combien de temps ils sont décédés, Non, parce que je regarde jamais les délais ou alors je sais pas depuis combien de temps ils sont partis. Mais non, ça me le fait souvent. Parce qu'on disait que, en fait, c'est pour ça qu'ils faisaient les veillées de 3 jours. Je crois qu'il y avait 3 jours, 7 jours, enfin, c'était différent. Mais il y avait les veillées avant pour que les âmes, les esprits aient le temps de partir. Et donc, ça pourrait être les défunts de moins de 3 jours, par exemple, qui seraient encore à faire certaines communications, et les défunts de 4-5 jours qui n'en fassent plus, quoi. Non? Bah après ça, j'en sais rien, parce que là, pour le coup, c'est pas moi l'experte du paranormal ou de tout ça, des esprits, j'en sais rien, je suis pas médium, hein. C'est pour ça que là, c'est à vous qu'appartient cette question. C'est pour ça que j'ai venu vers vous. Je peux donner juste un petit souvenir d'enquête qui complétera. Et qu'un jour, on m'a emmené dans un lieu très, très grand. Et on m'a dit, bah tiens, on va visiter par là, par là, par là. Et j'ai dit, moi, là, je vois des brancards, je vois des défunts, etc. Et alors qu'il n'y avait plus rien dans le lieu. Et après, on m'a dit que c'était une morgue. Ouais, c'est ça, c'est ressentir les choses. Qui reste. Ouais, c'est ressentir les choses. C'est pour ça que, bah justement, j'étais venue sur votre groupe pour vous demander s'il y avait des défunts avec qui je travaille qui pouvaient s'accrocher à moi. Parce qu'il y a des fois où même je suis chez moi et je me sens observée et je connais bien cette sensation et voilà. C'est pour ça que je vous avais posé cette question-là. Donc après, pour tout ce qui concerne, est-ce qu'ils sont toujours là? Enfin voilà, c'est pour ça que je ne sais pas si je suis folle ou si c'est possible qu'eux, ils soient là et qu'ils essayent de me communiquer des choses. Je pense que c'est plus souvent sur des défunts récents. C'est pour ça que je disais ça. Essayez de vu voir. Vu qu'on parle de ça, ouais, je vais faire attention. Je vais essayer de faire un peu plus attention au délai. Au délai. Et je vais regarder les dates de décès, je vais faire attention. C'est vrai qu'on peut se pencher là-dessus, ouais. Alors, j'ai une personne qui dit merci pour ce témoignage, vraiment subjugant. Ah ouais, merci. On m'a même dit sur le commentaire que tu étais un ange pour les défunts. Ah, merci. En fait, tu es un ange. Arrêtez, je vais rougir. Ça, je l'ai vu et c'est vrai que c'est sympa. Donc, il trouve ça intéressant. Alors, c'est possible d'expliquer. Alors, attends, j'ai une question, mais il faut que je lise. Parce que le mot va peut-être vous dire quelque chose, moi, ça ne me dit pas. Alors, c'est possible d'expliquer les techniques de concertation. Conservation, je pense qu'elle veut dire. Ah oui, de conservation. Ah bah ça, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui, c'est ce que j'ai expliqué, oui. Sortir l'artère, injecter, ponctionner. Est-ce qu'il y a un mot très technique. Alors là, on a tout raconté. Elle me dit, il y en a une qui dit, c'est un sculpteur. Oui, bah, quand il faut faire, par exemple, quand il y a de la restauration, oui, là, des fois, quand c'est des visages abîmés, il faut refaire les visages. Avec moi, j'utilise de la cire. Il faut sculpter la cire. Donc oui, il y a du. Enfin, en fait, pour moi, c'est de l'art, la thanatopraxie. Donc pour moi, en fait, je veux pas paraître prétentieuse, hein, mais je suis une artiste. Voilà voilà un style de commentaire qu'on reçoit par rapport à ce que tu fais. Je sais pas si tu arrives à lire. Tu le vois ou pas?
connaissez pas ce métier, c'est celui-là. Je suis très admiratif. Vous êtes très humble et respectueuse. Une belle personne qui rend une dernière fois la dignité de chacun, qui aide les familles à faire leur C'est deuil. ce que j'ai lu tout à l'heure. Waouh. Alors là, Doucement, je suis très émotive, hein, donc doucement. j'ai une question là. L'incinération ou l'enterrement change, qui ou tel, votre méthode de travail? Non, que le corps il soit incinéré ou inhumé, je garde les mêmes techniques. D'accord. Quelles peuvent être les raisons pour lesquelles un cercueil est fermé? Alors, ça arrive quelquefois. Les cercueils, ils sont fermés quand la personne n'est vraiment pas visible. Alors là, c'est quand moi, les conseillers, en fait, les conseillers, ils m'appellent. Ils me disent, écoute, Bertie, est-ce que tu peux aller voir le corps et tu me dis si tu peux faire quelque chose. Après, il y a des corps qui sont en état de thanatomorphose très, très avancé, tissu gaz, où là, je peux rien faire. Même si je freinais la thanatomorphose, ça changerait rien. Et donc, le corps va se décomposer trop vite. Ou alors des corps qui sont vraiment beaucoup trop accidentés, où là, je peux rien refaire. Et dans ce cas-là, je préfère dire à la famille que le corps n'est pas visible. Plutôt qu'en fait de leur facturer quelque chose qui vaudra même pas la peine. Donc après, des fois, quand ils sont vraiment très très accidentés, ce que je préconise sinon, c'est de présenter au moins une main. Parce que c'est important pour la famille de voir au moins un membre du corps de la personne pour au moins la reconnaître. D'accord. Je t'ai mis un autre commentaire positif de ce que tu fais. Alors, une autre question, mais ça, on a déjà répondu tout à l'heure. Donc, la question, c'est est-ce que le maquillage, vous le travaillez sur photo du défunt? Alors, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, des fois, on vous en apporte, c'est ça? Oui, des fois, en fait, on m'apporte des photos des défunts, mais je vais pas travailler le maquillage par rapport aux photos. Je vais plus travailler quand c'est des hommes pour la barbe. Ah, ça, par contre, ça c'est quelque chose que j'adore, tailler les moustaches. C'est bizarre, mais j'aime bien. Je pense que je devais être barbière dans une autre vie. Mais sinon, le maquillage, non, c'est moi qui adapte par rapport au teint du défunt. Je fais ce qui lui ressemble le plus. Après, sinon, les photos, je m'en sers pour les coiffures ou des choses comme ça. Mais le teint, après, c'est très... J'essaye de le rendre, en fait, le plus naturel possible pour tous les défunts. Qu'ils aient bonne mine. Enfin, si je puis dire. Alors, donc, encore, témoignage super intéressant. Grand merci à vous. Enfin, donc, ça pleut, ça pleut, ça pleut. Ça plaît énormément, merci en tout cas à toi. Alors, donc je redis pour certains, parce que là j'ai à nouveau une question qui a déjà été posée tout à l'heure. Combien de temps ça prend? Donc ça dépend du mort, si il est en bon état, entre guillemets. Ou, oui, c'est ça. Des fois, ça peut me prendre 45 minutes de lancer quelqu'un qui fait 30 kilos et ça peut me prendre. Mais ouais, minimum, le temps, en général, c'est 1h30. Voilà, et puis, ça peut aller jusqu'à 3-4 heures selon les... Si c'est une restauration et qu'il est très très abîmé, oui. Voilà. Alors, le responsable des moyens bien que là. Alors, à la mort de mon grand-père, le responsable des pompes funèbres a dit à ma mère que la personne est morte, mais l'âme est là et qu'il ressentait leurs émotions. Oui, donc voilà, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et il y en a une autre qui dit, c'est vrai que si vous leur parlez et qu'ils ne sont pas encore partis, effectivement, ils peuvent d'autant plus s'accrocher à vous. Ah, vous pensez qu'ils peuvent s'accrocher à moi parce que je leur parle? S'ils sont là, oui, bah, ils se disent, il y a quelqu'un qui m'entend encore, quoi, qui me... Oui, bah, c'est vrai que je leur parle, mais parce qu'en fait, je suis... Imaginez bien, je vais dans un funérarium, je suis toute seule avec eux, bah, on est que tous les deux, du coup, bah, je lui parle, je lui dis ce que je vais faire, je me présente, je l'appelle par son prénom. C'est peut-être un peu familier, hein, je sais pas s'il y a des familles qui regardent. Mais oui, je les appelle par leur prénom, je leur dis, bah tiens, Ginette, hop, on va faire ça, hop, ah bah là, tiens, vous êtes bien coiffée, on va mettre quoi comme rouge à lèvres, un petit rose pâle, ça vous va bien? Je sais pas, comme si en fait j'essayais de les mettre à l'aise, je sais pas pourquoi. Ça met de la vie. Oui, voilà. Ça mène de la vie, ça mène. Alors, il y a une personne qui nous fait un témoignage là, et donc, et je peux confirmer la même chose que cette personne parce que j'ai vécu la même chose. Alors, elle dit, lorsque ma maman est décédée, je l'ai vue 2 heures après, et pour moi, ce n'était que son enveloppe charnelle.
Ça m'est arrivé pour mon père. C'est vrai que quand je l'ai vu, j'ai tout de suite dit, mais il n'y a plus personne là-dedans. C'est la seule pensée que j'ai eue. Alors ensuite, il y a une personne qui dit, soyez fiers de vous, bravo madame. Bah, merci. Elle est formidable, cette jeune fille, une vraie artiste. Merci. C'est vrai. C'est vrai. Alors, vous êtes quelqu'un de spécial, continuez comme ça, c'est un très beau métier. Oh, bah merci. Ça, c'est la part de nos Ça me fait motos. plaisir. Hein. Purée, les jours où je suis pas bien, je vais venir ici, je vais relire les commentaires. Voilà, oui, en repassant le live, ça vous fera un petit, Voilà, quand j'ai des petits coups de mou, je vais repasser le live. un petit boost de temps en temps. Voilà. Est-ce que ça t'est arrivé déjà de refuser un corps, par exemple? Alors, ça m'est arrivé il y a pas si longtemps. C'était un corps où, en fait, la conseillère avait vendu les soins, mais elle n'était pas allée voir le corps. Et en fait, c'était un petit monsieur. Il était en tissu gaze déjà, donc il avait le visage tout vert. Enfin, il était déjà vraiment très, 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 très abîmé. Et je lui ai dit non, on va pas facturer ça à la famille. Je peux rien faire. Enfin, ça aurait rien changé en fait. Mon acte n'aurait rien changé. Ou alors, voilà, ça aurait duré. Voilà, il aurait pas tenu longtemps parce que la décomposition était trop avancée. Du coup, j'ai refusé le soin. Je voulais pas facturer à la famille le coût d'un soin alors que ça valait pas la peine en fait. Il aurait tenu moins de 24 heures et voilà, faut pas être malhonnête. Donc voilà, je dis à la limite on l'habille, je peux le maquiller, on le présente comme ça, mais on va pas faire une injection, un soin alors que ça va pas tenir, ça sert à rien. Oui, parce que le soin après, il tient combien de temps? Bah alors après ça dépend justement, je vous ai expliqué que j'injectais un fluide au niveau des artères. Et donc, ça dépend en fait de la concentration du fluide. Donc, ça dépend de mon dosage. Et un corps, il peut tenir jusqu'à 2 semaines, je dirais. C'est le plus long pour l'instant que moi j'ai fait. Après, peut-être qu'il y a des thanatos qui ont fait encore plus long, mais moi, Oui, celui 2 semaines. C'est passé pour papa, ça a duré 2 semaines. Et quand on l'a vu, il était parfaitement observé. J'ai dû accompagner ma tante pour le voir. Donc. Alors, il y a un autre commentaire. Il paraît que des fois, les défunts ont un dernier souffle, même après la mort. Est-ce vrai? Alors moi, souvent, je suis pas là au moment de la mort, dite. Donc voilà, on appelle ça, en fait, au niveau médical, ils appellent ça japper. C'est leur dernier souffle. Mais moi, en général, je suis pas là ce dernier souffle-là. Après, encore une fois, bouchez-vous les oreilles, les âmes sensibles. Mais par exemple, quand j'aspire la trachée, au niveau de la trachée, avec mon tube de ponction, ça fait vibrer les cordes vocales. Du coup, là, je peux entendre leur voix. Enfin, ils ne me parlent pas, mais j'entends le son des cordes vocales. D'accord. Alors, encore un commentaire. Joli métier, bravo à vous. Merci, encore une fois. Bravo pour votre travail, car cela ne doit pas être toujours facile. Quand mon grand-père est décédé, le monsieur qui était venu le préparer avait été extrêmement gentil avec la gamine de 17 ans que j'étais effondrée. Mon grand-père étant décédé chez lui. Après ça, des fois, il y a des conseillers qui disent vous voulez voir, enfin, je vous présente la thanato, etc. Mais je vous dis, il y a encore tellement de familles qui ne savent pas qu'il y a quelqu'un en fait qui intervient sur le corps, qui fait tout ça en fait. Donc, et voilà, et des fois, il y a des conseillers ici qui disent est-ce que vous voulez rencontrer la thanato? Et en fait, moi, j'adore ça, voir les familles. Comme ça, je vois avec eux s'il y a des choses encore à régler sur le corps, s'il y a encore quelque chose à faire ou pas, au niveau esthétique par rapport à eux. Et voilà, et qui voient. Parce qu'après, souvent, quand on leur dit oui, le thanatopracteur a fait les soins, ils s'attendent tous à un gros bûcheron, voilà, un peu musclé. Et là, quand ils me voient, moi, petite crevette, Après là, ça se voit pas, mais je fais 1m51. C'est très bien que tu en parles. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui font ce que tu fais? De plus en plus, là, ça se féminise, la thanatopraxie. D'accord. Mais voilà, après, on n'est pas connus, quoi. Mais après, je vous dis, quand j'ai l'opportunité de voir les familles, en général, ils sont super contents. Enfin, super contents, ils sont en deuil, mais voilà, en général, ils sont enchantés de rencontrer la personne qui s'est occupée du corps. Après, ça dépend des conseillers, quand ils expliquent bien, voilà. Non, en tout cas, oui.
Alors, pensez-vous que votre métier développe chez vous certains dons, notamment pour ressentir les défunts? Oui, je pense. Je pense que oui. Après, ça, c'est depuis toujours, ou même quand j'habitais encore chez ma mère, où des fois, j'étais dans ma chambre et je sentais comme quelqu'un qui m'observait, etc. Mais sans émotion propre. Ou aussi, ou des fois, j'étais triste sans trop savoir pourquoi, alors que tout allait bien dans ma vie. Voilà, il y a juste une fois où du coup j'avais appelé une médium de mon département, c'était dans Lyon, bref. Et elle m'avait dit que j'étais pas forcément folle et que peut-être qu'il y avait des esprits chez moi qui essayaient de me communiquer des choses, etc. Et je m'étais arrêtée là en fait. Et après, j'ai poursuivi quand même mon rêve de Thanato. Et après, oui, là, des fois, oui, ça m'arrive de ressentir des émotions qui sont pas à moi quand je fais des soins ou, je sais pas, je sens des fois que la personne, elle est en colère ou il y en a, je sens qu'ils sont pas d'accord pour les soins, ils sont pas OK. C'est vraiment super bizarre à expliquer parce que, voilà, moi, je suis thanato, donc c'est normal que j'en parle comme ça, mais je sais pas, il y a des corps qui sont pas d'accord, il y en a qui refusent le soin, qui font tout pour compliquer le truc ou il y en a, pour eux, c'est une bénédiction, le soin, et, enfin, je sais pas comment vous expliquer. Il y en a, ils attendaient que ça de partir. Je le ressens, tout ça. Alors, il y a une personne qui dit elle a peut-être le don de passeuse d'âme. Mais après, ça, je sais pas. Parce que quand j'avais publié le post là sur votre groupe, il y en avait qui me disaient peut-être que j'avais un don d'empathie. Enfin, genre, j'en sais rien, mais pour moi, j'ai pas de don en fait. Oui, oui. À partir du moment où tu ressens des choses, c'est qu'il y a un début d'empathie, oui. Tout à fait. Alors, attention les rougeurs. Voir une personne si fraîche et si charmante faire ce métier, ça change du cliché que l'on peut se faire des gens sur ce métier. Je suis contente que ça puisse être pris en main par des personnes comme vous, si attentionnées et passionnées. Ça fait du bien d'entendre où ils sont bien traités. Bravo. On veut tous mourir sur ce. Merci. Mieux, les amis, comme par hasard, c'est ce que je disais. On s'attend souvent à un gros bûcheron, là, tout baraque. Et en fait, on tombe sur... En vrai, j'ai pas la tête de l'emploi. Souvent, quand je dis aux gens, je suis thanato, on ne croit pas au début. Déjà, il y en a peut-être qui ne savent pas tout de suite ce que c'est. Oui, aussi. Mais après, voilà, je sais pas. Apparemment, j'ai pas la tête de l'emploi. Tana, tatouage. C'est un sujet assez tabou, le fait de parler de la mort, parce que pour beaucoup de personnes, ça fait peur. Après, la mort, ça fait partie de la vie. Hein. Voilà. Après, malheureusement. On est conscient et puis à partir du moment où on sait qu'il y a autre chose après, c'est la suite. Tu penses autrement. Quand on donne la vie, on donne la mort en même temps. C'est ça. C'est exactement ça. Et en fait, souvent, quand les gens, par exemple, ils meurent à l'hôpital, il y a plein de familles qui pensent que, hop, ça s'arrête là. Mais ce que je trouve important, c'est qu'il faudrait que, justement, on ne parle pas souvent des thanatos, mais les familles, elles devraient être au courant que, après, quand les corps, même s'ils sont morts à l'hôpital, après, il y a encore, par exemple, moi, Bertie, qui vient les voir, qui s'occupe d'eux pendant 1h30 ou même 4 heures, que voilà, après qu'ils soient morts, c'est pas fini, en fait. Il y a encore quelqu'un qui vient leur faire les ongles, les coiffer, les maquiller, les masser, enfin tout ça. Et ça, c'est hyper important, je pense, pour les familles de savoir ça. Qui leur sourit, qui leur parle, que ouais, des fois, je leur raconte ma journée, enfin voilà. C'est important. Alors, c'est vrai que c'est rassurant de savoir que nos défunts sont traités avec respect. C'est très important. Félicitations, c'est un très beau métier d'aide aux personnes. Je suis impressionnée par ce témoignage. Quelle humilité. Bertie rayonne de vie et rend la mort vivante. Voilà. Merci. Le but de notre live, c'est de mettre en avant ton métier et montrer comme quoi il y a aussi Une question moins grave, là, franchement. Est-ce vrai que lorsque le corps entre en putréfaction, il se liquéfie? Alors, ça dépend. Au bout de combien de temps? Ça dépend au bout de combien de temps il se liquéfie. En fait, c'est pas qu'il se liquéfie, c'est qu'il... Oh la vache, c'est vrai que c'est chaud comme question. Il se putréfie en fait. Donc après, moi, j'ai déjà vu franchement des choses dingues de corps en décomposition. Il y en a qui... En fait, ça dépend des corps. Il y en a qui sèchent ou quand ils sont morts depuis peut-être 2... Enfin, après, ça dépend des corps. Encore une fois, je vous le dis. Il y en a qui sèchent, où il ne reste plus que la peau sur les os un peu brune.
où il y en a qui, je sais pas, où la peau, elle se décolle. Enfin, ouais, c'est un peu glauque, hein. Franchement, on dit tout ça comme ça, c'est pas très glamour, mais tout dépend des corps, vraiment. D'accord. C'est compliqué comme question. Avez-vous, oui, c'est pas évident peut-être à exprimer, mais c'est vrai qu'on a des personnes, mais déjà qui, en vieillissant, après, oui, il y a des corps qui sont vraiment pas dans des états. Mais au contraire, c'est comme si elle commençait à prendre déjà l'apparence d'une momie. C'est-à-dire Oui. la peau suit les os et le corps. Oui, il y en a, c'est ça. Il y en a, on dirait des momies, et puis il y en a, je sais pas, ils sont. Et il y en a, ouais, ils partent, ils ont des fictènes, comme des grosses ampoules de partout. Ouais, ils sont tout verts, et voilà. Puis après, forcément, oui, ça fait des liquides. Mais après, oui, il y en a, ils sont tout secs, il y en a, ils sont tout humides. Ouais, c'est vraiment, ça dépend des corps. Et aussi, ça dépend aussi de l'ambiance atmosphérique, hein. S'il fait chaud, si tout ça, tout joue. Il y a plein de paramètres. Ouais. Avez-vous remarqué quelque chose de surprenant lors de vos soins qui pourrait faire penser à une survie après la mort? Le ressenti des... Oui, déjà, oui, le ressenti des émotions. Après, je réfléchis. Non, il n'y a rien qui m'a fait penser à ça, ou à part... Si, bah, après ça, c'était pendant mon stage, où c'était peut-être mon 2e ou 3e défunt avec qui j'étais en contact. Et en fait, je ne sais pas comment vous expliquer, mais quand on met la main comme ça en avant, quand on rompt la rigidité, du coup, on le met en avant, en arrière. Enfin, je vous ai expliqué tout à l'heure. On rompt toutes les articulations. Ouais. Et en fait, je lui ai mis la main en arrière et ses doigts se sont refermés sur ma main. Du coup, alors là, j'avoue que j'ai eu un sacré petit mouvement de panique. Mais voilà, le monsieur était bien décédé. Mais en fait, de faire ça, en fait, ça a plié ses tendons au niveau de la main. Ça s'est replié sur ma main et c'était assez flippant, mais... Voilà. D'accord. Je pense que ça peut faire venir une autre question. Quelle est la chose qui t'a... Est-ce qu'il y a quelque chose, ce que tu as fait, qui t'a fait peur? Qui m'a fait peur? Ouais. Donc là, tu as parlé de ça, mais là, est-ce qu'il y a autre chose qui t'a surpris? Quelque chose qui m'a fait peur. Attends, je réfléchis. Hein. On t'entend. Attends, est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui m'a fait peur? Oh, je sais pas. En fait, je sais pas. J'ai pas peur des défunts. J'ai pas peur. Le seul truc, tu vois, qui me fait peut-être un peu peur, c'est qu'il s'accroche à moi parce que des fois, il y a des émotions où, quand je suis dans le labo, je sens qu'ils sont tristes, etc. Et que après, je monte dans ma voiture, j'ai déjà rangé mes valises et je suis encore triste. Du coup, c'est peut-être ça qui me fait peur. Des fois, je me dis, ça se trouve, il est resté avec moi, il est assis à côté de moi dans la voiture, là, et je vais être triste tout le temps. Il y a peut-être que ça qui me fait peur. On continue à leur parler. Tu leur dis au revoir en partant. Ah oui, peut-être qu'il faudrait que je fasse ça, que je leur dise au revoir. Quand on va en enquête, à chaque fois qu'on sort d'un lieu, on dit au revoir et merci de ne pas nous suivre. Ah oui, ça c'est protocole. Ça alors, fait partie. J'essaye alors, pendant les soins. Donc, il faut peut-être essayer. C'est une bonne idée, hein. En vrai, c'est une bonne idée. Je vais essayer. Alors, vous arrive-t-il d'avoir des familles qui refusent les soins? Après tout ça, moi, ça se passe au niveau des pompes funèbres. Donc, c'est eux qui vendent les soins. Et voilà, en fait, une fois que la famille, en fait, a signé la demande de soins, c'est là que moi, j'interviens. J'interviens pas si la demande de soins n'est pas signée. D'accord. Après, c'est aux pompes funèbres, voilà, de vendre le soin, d'expliquer pourquoi. Après, moi, des fois, ils me demandent mon avis. Donc, je viens et je dis s'il y a besoin d'un soin ou pas. Par exemple, si quelqu'un doit partir, je sais pas, il est inhumé dans 2 jours et que moi je vais le voir et que je vois qu'il n'y a pas de lividité, qu'il n'a pas le visage marqué, qu'il n'a pas l'air en souffrance, je vais leur dire non, une toilette au pire pour l'habiller et le coiffer, etc. Mais un soin ne sera pas nécessaire si le corps n'a pas de lividité ou n'a pas de tout ça, des stigmates de la mort dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, des décès par noyade doivent vous compliquer le travail.
pouvez-vous encore présenter le corps aux familles? Oui, j'ai déjà fait des soins sur personnes noyées, et dont un où c'était vraiment hyper perturbant, où en fait c'était un monsieur qui avait un cancer, et il est parti pique-niquer avec sa famille, et il est décédé noyé, et putain, j'ai eu le corps et j'étais là, putain, ça fait chier. Il avait un cancer et il est mort de noyade. Bon, voilà, c'est des trucs comme ça, des fois c'est un peu, c'est frustrant en fait. Enfin voilà, donc c'est triste quoi. Mais après oui, j'ai réussi à faire le soin, je l'ai rendu à sa famille, voilà, il était impeccable. Après ça dépend combien de temps, voilà, combien de temps dans l'eau. Alors il y a une personne qui dit ce que j'aime dans ce témoignage, dans ce travail avec Bertie, c'est que malgré la mort, il y a quand même une certaine interaction, même si c'est dans un seul sens pour la plupart du temps. C'est vrai que là, vous interagissez avec eux. Bah, c'est ça, c'est pour ça que souvent, des fois, quand je dis que je suis thanato, on ne me croit pas parce que je suis quelqu'un de hyper, je suis hyper souriante, hyper joviale. Donc, après, c'est vrai, on s'attend tout le temps à ce que les thanatos ou même les pompes funèbres ou les croque-morts ou n'importe qui, on fasse tous la gueule. Mais non, enfin, moi, je suis comme je suis, hyper joyeuse et voilà, ouais, mais je partage même ma joie de vivre avec les morts. Très bien. C'est bien. Est-ce qu'il y a un suivi psychologique pour ce métier ou pas? Non. Non. C'est mes amis et le vin. Alors, ah, ça y est, Bertie se lâche. Non, mes amis sont là. Pratique, niveau salaire, êtes-vous payé à la tâche ou le salaire est fixe? Alors, comment dire? Alors, je suis, en fait, souvent, quand on est thanato, on est qualifié, donc on est cadre. Et moi, je suis donc dans l'entreprise où je suis, donc ça s'appelle BVB Thanatopraxie. Et je suis payée au forfait jour. Donc, en fait, mes heures ne sont pas comptées. Après, j'ai des astreintes et j'ai des primes de soins. À partir d'un certain nombre de soins, j'ai des primes en plus. D'accord. Mais vous vous doutez bien que j'aime tellement mon métier que je ne fais pas ça non plus pour l'argent. En fait, je ne fais pas mon métier pour l'argent. Je fais ça parce que j'aime ça et que depuis que je suis toute petite, ma mère, elle m'a toujours dit, Bertie, il faut absolument que pendant les 60 prochaines années de ta vie, et il faut que tu sois contente de te lever le matin et de faire un travail que tu aimes. Et du coup, je lui ai dit, bah voilà, bon, j'avais 8 ans, bon, ça l'a un peu choqué ma mère. Hein. Mais je lui ai dit, voilà, maman, je vais être thanato. C'est ça mon truc. Et je vous avoue qu'en vrai, peut-être les 20 premières années de ma vie, bah là, en fait, elle me l'a dit quand j'ai été diplômée. Hein. Elle m'a dit, Bertie, franchement, quand tu m'as dit que tu voulais être thanato, j'étais hyper inquiète. Hein. Elle m'a dit, je surveillais tous les signes de psychopathie, si je tuais pas les animaux moi-même et tout ça. Voilà. Et en fait, ça me l'a révélé, bah, du coup, qu'il y a 1 an et demi, quand j'ai été diplômée, elle m'a dit, en vrai, j'étais inquiète, mais bon, voilà, en fait, c'est bon, c'est ton truc, c'est ta voix et t'es pas une psychopathe. Il y en a plein qui pensent qu'il faut être taré pour être thanato, mais moi, je pense qu'il faut être hyper bienveillant et aimer les gens. Alors, il y a un autre message. Donc, il paraît que la rigidité cadavérique ne dure que quelques temps après la mort, avant que le corps retrouve sa souplesse. Oh oui, 36 heures. D'accord. C'est ça. Après, elle part toute seule, la rigidité. Après, quand on la rompt, la rigidité, elle revient pas. D'accord. Alors, existe-t-il des religions où les soins sont incompatibles, voire interdits avec leurs croyances? Alors, souvent, les musulmans, j'ai jamais fait de soins sur musulmans, parce que, en fait, eux, chacun a ses pratiques. Donc là, en fait, les musulmans, souvent, eux, les corps, ils ont des toilettes rituelles. Et donc là, dans ce cas-là, il n'y a aucun soin de conservation, aucun. C'est eux qui s'occupent de laver le corps, ils font leur prière en même temps, ils le lavent à l'eau. C'est incroyable. En plus, à chaque fois, quand je passe dans les labos qui viennent de faire une toilette rituelle, ça sent tellement bon, ça sent la rose, ça sent magnifique. Et après, je sais pas, il y a quelle autre religion. En plus, j'ai fait la formation de conseillère funéraire, mais du coup, je devrais savoir dans quelle autre religion ça se pratique pas les soins. Je crois au niveau du judaïsme aussi, ça se pratique pas. Après, voilà. Mais après, voilà. Surtout, c'est les musulmans, c'est interdiction de toucher au corps, c'est toilette musulmane, toilette rituelle.
D'accord. Alors, quand il y a don d'organes, les soins sont-ils différents? Alors là, les soins, ils sont différents quand il y a don d'organes. Parce que, en fait, comment vous expliquer? Oh là là, comment vous expliquer ça? Alors, en fait, la machine, le corps humain, si vous le voyez comme une machine, en fait, tout ça, c'est de la plomberie. Donc, en fait, le système artériel, tout est relié. Donc, moi, quand je prends une artère, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, la carotide primitive droite, je l'injecte, mais elle passe dans tout le corps, elle diffuse dans tout le corps. Ensuite, je pique dans le cœur droit et je récupère le sang poussé. Mais après, en cas de prélèvement d'organes, du coup, vous vous doutez bien que le circuit est coupé. Et donc, dans ce cas-là, ce que ça change, les soins sur don d'organes ou même sur autopsie, c'est que je dois sortir toutes les artères. Donc, en fait, les 6 principales, donc les 2 fémorales, les 2 brachiales et les 2 carotides. Enfin, brachiales ou axillaires. D'accord. Pour pouvoir injecter chaque membre pour que le corps soit conservé au mieux. Parce que mon but étant que le corps ne se dégrade pas. Change pas mal de choses quand même. Alors, eh Oui, bien, ça prend plus de temps, mais après. Est-ce que tu connais la vie du défunt avant la préparation du corps? Non, non. Des fois, en fait, des fois on me donne des informations, des fois on m'en donne pas, des fois on m'explique, des fois on m'explique pas, tout dépend. Ou des fois, il y a les familles qui veulent me parler avant, comme il y a une histoire que je trouve assez importante parce que c'était assez touchant. Et j'en parlais l'autre jour, justement, avec toi, Fifi. En fait, il y avait, j'étais dans un funé, j'allais faire un soin sur. En fait, mon patron m'avait dit soin sur Madame Untel, 30 ans. Du coup, je me suis dit, waouh, ok, elle est jeune, voilà. Et en fait, je vais au funé, je dis au conseiller que je suis là, et là, il y a une dame qui m'interpelle, elle me dit, mais c'est vous, Bertille? Et en fait, le conseiller avait dit mon prénom, donc la dame savait que c'était moi, la Thanato. Du coup, je dis, oui, c'est moi. Elle me dit, il y a quelqu'un qui voudrait vous parler. Et là, je me retrouve face à une petite fille, elle devait avoir 6-7 ans. Et en fait, j'allais faire le soin sur sa maman. Voilà. Et alors là, ah bah si, tu vois, tout à l'heure, quand tu m'as demandé un truc qui m'a le plus perturbée, je crois que si ça en fait partie. Et elle m'a dit, bonjour, c'est toi qui vas t'occuper de ma maman? Et là, c'est dingue. Franchement, le truc où je suis le plus fière, c'est que j'ai pas pleuré. J'ai été hyper normale, hyper professionnelle et je lui ai dit oui, je vais m'occuper de ta maman, je vais passer un petit peu de temps avec elle et après tu pourras retourner la voir. Et elle m'a dit tu pourras lui faire une natte s'il te plaît. Et là, je vous jure que tout le long du soin, je pensais à la petite et puis à vraiment à faire le maximum. Enfin, c'était dur hein, quand même. Parce que j'y étais vraiment pas préparée, personne m'avait dit que j'allais voir sa fille, enfin je savais pas en fait. Et là, je l'ai vue toute petite en face de moi, elle avait une natte aussi. Et je crois que c'était le truc... Ouais, en fait, ça, c'était le truc le plus triste que j'ai eu. Cette petite fille-là, toute... Merde, je fais pleurer mon pote qu'avec moi. Alors, il y en a un qui pose une question, mais en fait, il y a une partie de la réponse que je vais donner et ensuite tu vas compléter. T'impliques-tu autant pour un marginal que pour un millionnaire? Alors, bon, ça tout dépend si le soin est commandé, donc quelle que soit la personne, il faut quand même qu'il y ait. Je traite tous les humains de la même façon, hein, qu'ils soient riches ou qu'ils soient pauvres, je les traite tous pareil, c'est des humains, je m'en fous de la richesse des gens. Si un marginal est récupéré par sa famille et qu'un soin est demandé pour lui, tu le feras de la même façon que pour quelqu'un qui va être millionnaire. Oui, je traite tout le monde de la même manière. Après, moi, je ne sais pas s'ils sont riches ou pas, mais je ne fais pas de différenciation. Même si on me dit, lui, il est riche, fais attention. Non, en fait, je ferai le même soin. Voilà, je ferai ce qu'il faut pour le corps. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le corps qui décide du soin. Mais je ne vais pas faire quelque chose de spécial ou des prestations en plus parce que le monsieur a de l'argent, non. Je fais tout ce qu'il faut pour tout le monde. C'est quelque chose de très égal, hein, la thanatopraxie. Parce que de toute façon, quand on meurt, on est tous égaux. Hein. Qu'on soit riche, pauvre, qu'on soit con, qu'on soit quelqu'un de super, on est tous morts. Hein. Donc, oui, alors donc ça, c'est des gens qui réagissent à ce que tu disais tout à l'heure sur les religions, donc musulmans, juifs,
Là, il y a encore après, il y en a peut-être qui peuvent me corriger, hein, parce qu'après, j'ai dit les musulmans, mais parce que eux, c'est souvent que je vois qu'il y a des toilettes rituelles. Après, il me semble qu'il y a les juifs, mais après, peut-être qu'il y a d'autres religions où je sais pas. Donc, les gens, oui, si vous avez des. Ils ont plus le sens de la veille funéraire que nous. Nous, on l'a un peu perdu, enfin, nous. Quand je dis nous, c'est les catholiques ont plus perdu, alors que les pratiquants, peut-être encore, et moins pratiquants, plus du tout. C'est-à-dire que qui est veille à la maison, ça ne fait plus tellement. En fait, ça dépend des familles. Des fois, ici, il y a des petites familles un peu bourges qui veillent les corps, qui les ramènent à domicile. Ouais. Et puis, il y en a d'autres qui les veillent jour et nuit au funérarium. Et puis, il y en a qui veulent que ça soit fini le plus vite possible et qui veulent les obsèques rapidement. Tout dépend des familles, en fait. Alors, pour ceux qui n'ont pas entendu toutes les réponses concernant les enfants, concernant les échanges et les exemples, il faudra réécouter le live parce que j'ai tellement de questions qu'il faut que je continue et poser. Ou même sinon, me contacter directement. Hein. Moi, j'adore ça. Parler de thanatopraxie, je peux vous en parler toute la nuit. Je suis vraiment passionnée. Hein, mais... ouais, tu as changé, tu as remis le. Faut que je te redonne des couleurs. Voilà. Ça y est. Non, parce que tu étais. Ça a l'air plus vivant, oui. Ouais, voilà. Tu étais un peu vert. Ah bah. Alors, attends. Est-ce que les séances de faire les soins? Non. Ça, c'est la même chose. Tout ce qui concerne les enfants, on l'a déjà abordé. Bon, bah là, c'était alors voilà. Est-ce que vous retirez les pacemakers? Oui. Oui, je retire les pacemakers. Je l'ai encore fait hier. Pourquoi? Parce que souvent, en fait, alors déjà, quand le corps part en crémation, c'est très, très important de faire retirer le pacemaker, sinon le four explose. Et après, en inhumation, apparemment, ça pollue. Donc après, ça dépend des mairies s'ils autorisent ou pas l'inhumation. Mais en fait, en général, tout le monde enlève les pacemakers. Donc après, le médecin coche sur le certificat qu'il y a un pacemaker. Et après, moi, je le cherche, je le retire. Ensuite, je fais une attestation comme quoi j'ai retiré le pacemaker. Je note le numéro de série. Et après, je donne le document aux pompes funèbres. D'accord. Et pour les gens qui ont des prothèses, alors ça se passe comment? Des prothèses, c'est-à-dire prothèses de hanche ou des trucs comme ça? Ouais, voilà. Ça, je ne touche pas. Ça, c'est pas quelque chose de polluant, en fait. Le truc, c'est que dans les pacemakers, c'est des piles. Et du coup, souvent, il y a du lithium dedans ou d'autres composants. D'accord. Alors ensuite, comment ça se passe quand quelqu'un meurt d'une maladie contagieuse? Ça dépend des maladies. Ça dépend des maladies. Il y a des maladies sur lesquelles, du coup, les soins, ils sont pas autorisés. Donc, je sais plus lesquels. Je crois que ça doit être tuberculose, des trucs comme ça, la peste, le choléra, enfin, les trucs qui datent. Après, pour tout ce qui concerne, j'imagine, ce qui vous intéresse là, ça doit être le Covid. Donc, les gens qui ont le Covid, les soins ne sont pas autorisés s'ils étaient... Alors, attends. Les soins sont autorisés s'ils étaient positifs il y a plus de 10 jours. Maintenant, parce que ça a encore changé. Donc, je vous dis ça, mais ça change tous les jours, en fait, avec le Covid. Voilà. Après, les toilettes sont autorisées sur Covid. J'en ai déjà fait plusieurs. Donc là, j'ai masque à cartouche, enfin, tout l'attirail. Voilà. Mais ça, justement, ce que je trouvais un peu... Enfin, je me permets, en fait, de raconter ma vie en même temps et mon avis, en fait, c'est que je trouve ça un peu horrible. Peut-être qu'il y en a là qui écoutent le live, qui ont été dans cette situation-là. Mais les gens qui ont perdu leurs proches décédés du Covid et qui n'ont pas pu se recueillir, qui n'ont pas pu les voir, je trouve ça, en fait, ça me révolte un peu, en fait. Par rapport au gouvernement, je trouve ça impossible. Ou alors, on aurait au moins pu trouver la solution, par exemple, de mettre des vitres en plexiglas au-dessus des cercueils, mais au moins que les personnes puissent voir leurs défunts. Je trouve ça hyper important, même. Et même nous autoriser à faire des soins de conservation, dans le sens où on est formé pour ça, enfin voilà, et puis on a tous les pays pour ne pas se contaminer, et je trouve ça tellement important que les familles puissent voir les défunts que je trouve ça incroyable que les familles puissent... Alors, là j'ai une autre question. Alors, les produits injectés ne risquent-ils pas de poser des problèmes dans le temps pour l'écosystème, tel le formol, etc.
Le son est très bizarre, là, c'est normal? Non, c'est normal. Non, il y a un grésillement en plus. Là. Avec nous, on vient. Est-ce qu'elle a entendu la question? Oui, est-ce que tu as entendu la question de Cécile? Le son est bizarre, là. Voilà. Je vais essayer de couper le micro pour voir si tu l'auras. Non, ça a l'air de... Ah, elle est partie. Peut-être que ça venait d'elle, je ne sais pas. Donc voilà, donc... J'ai encore quelques questions. Oui. Alors, on va attendre de voir si elle peut revenir ou pas. Sinon, bah écoutez, en tout cas, merci à tous ceux qui ont posé des questions. Donc le live, bien sûr, comme vous avez dit, ce sera en replay donc, sur Facebook et nous allons aussi le mettre sur notre chaîne YouTube. Et donc voilà. Donc on va attendre que Bertie revienne. On attend 5 minutes. Et si dans 5 minutes, elle ne revient pas, là, on clôturera ce live. Il faudra l'appeler quand même à côté. Oui. Mais en tout cas, oui, très beau live, très vivant, avec des très bonnes questions. Je tiens à remercier tout le monde. Oui, il y en a qui disent que ça parlait. On avait une voix assurée qui parlait sur le live. Oui. Et un défunt qui voulait se manifester. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être. Peut-être. Je sais pas. Je n'ai pas cette preuve pour pouvoir affirmer. Mais bon, en tout cas, j'entends une voix d'homme, on dirait. On m'aurait dit. Donc, est-ce que c'était. Je sais pas. Je ne sais pas. Peut-être une conversation de téléphone. Tu vois, là maintenant, il y avait le pacemaker. Ouais. Là, il y a les pompes à insuline. Il y a en tout cas, oui, ça les fait. produits injectés. Est-ce qu'ils ne polluent pas? Ouais, 2h42 live. C'est déjà quand même pas mal. Oui, mais on a deux questions là qui sont bien. Là. Ah oui, mais je pense que. Essaye de l'appeler avec ton téléphone, non? Non, mais je pense qu'on va clôturer. Je pense qu'elle doit avoir des soucis. Ah, moi, j'aurais bien aimé avoir les réponses. Bah, tu les poseras après en MP. Et puis, on verra peut-être qu'on fera un live peut-être avec Bertie parce que c'est très sympa. Oui, parce que... Je pense que je ne sais pas si ça vous a plu ou pas. En tout cas, moi ça m'a plu. Ah oui, c'était très intéressant. Très et puis, elle en parle d'une manière... C'est vrai que ça rend vivant l'action et la communication qu'elle peut avoir avec les corps. C'est impressionnant de voir comme quoi elle peut donner autant de joie, même s'il y a la mort. Et donc, en plus, elle est tellement vivante voilà. Que c'est très agréable. Alors, essayons de transmettre. Et j'espère qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pu voir ce live. Et puis, s'il y a d'autres personnes qui souhaitent devenir comme Bertie, n'hésitez pas de nous écrire et puis de nous demander. On passera l'adresse, on lui transmettra. Voilà. On lui transmettra les messages. Voilà. Sur ce, les amis, écoutez, on va clôturer ce live. Ça fait déjà, comme je vous ai dit. Bonne nuit à tous et rendez-vous demain pour l'enquête paranormale. Hein. Je ne vous dis pas où. Dans un nouveau lieu. Encore une nouveauté. Je ne vous dis pas où. Ça sera la surprise. En tout cas, bonne nuit à tous. Faites de beaux rêves. Et merci à tous ceux qui étaient là et qui ont posé des questions vachement intéressantes. Et merci encore à Bertie. Et à tous ceux qui sont en Thanato aussi. Parce que c'est vrai que c'est pas facile quand même comme métier. C'est pas un métier courant, c'est très courageux. Pas facile et il faut avoir un sacré mental. Hein. Voilà. J'espère que si vous voyez ce live, si vous voyez cette vidéo, j'espère que le témoignage qu'a fait Bertie vous permettra d'avoir autant de courage qu'elle a. Une autre ouverture sur ce métier. Voilà. Bonne nuit à tous, faites de beaux rêves et à demain. Bonne nuit.